Alors, Genesis de ce que je fais. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, nuancé. Il faut choisir quelques thèmes et variations. J'avais déjà quand même énuméré en nombre de 5, je crois, le bois, occupation, le bois. Enfin, pour rester dans cette série, il devait y avoir une certaine résonance, une certaine marre, disais-je, entre deux entités qui se vibrent par voie aérienne, etc. Et ça donne soit un instrument à timbre, soit un instrument sonore, un instrument plutôt je dis aérien. Nous disons uflemeli çalgılar, instrument à souffler, à souffle. Bon, j'ai même parlé de piano et on a descendu jusqu'à les 6 coincés entre les deux genoux, dont un paysan qui se vibre et l'autre qui peut jouer Mozart, la marche turque avec une file tendue en ses dents, etc. Tout est possible et vraiment ça fait une folklore avec l'appellation d'aujourd'hui. Ça fait Cultural Studies. Moi j'appelle, n'est-ce pas, phénoménologie de la vie quotidienne. Alors, la phénoménologie. Ce matin très tôt, je ne sais pas pourquoi, mais je sais, parce que j'ai révisité mon esprit, et j'ai fait une lecture très dense de quelques chapitres de l'histoire de la folie de Michel Foucault, mais je cherchais quelque chose d'autre, c'est ça, retrouvaille, et j'ai trouvé une autre qui m'intéresse également. J'ai cherché, vu l'enregistrement et préoccupation d'hier, qui a continué à me préoccuper pendant toute la nuit. Il s'agissait d'un certain voyage maritime à Sinope, mais à partir de Halicarnasse. Et c'est d'où la contingence que j'ai acheté 2 tableaux dans la même journée hier. L'une, vraiment, c'est très jolie représentation de citadelle de Halicarnasse dans une saison hivernale avec un bateau sur la vague, et je le essayais de mettre en mouvement, donc filmer en kinésis, cinématographie tout simplement. Alors, ceci, on ne sait pas pour quelle raison, ça sera rejoint à un récit enregistré par moi concernant Diogène de Sinope, que j'adore comme l'école cynique, et quoi, l'autre qui a visité par un séjour forcé, Martien de Sinope, qui m'intéresse également, et les deux donc me fait ce voyage imaginaire en mer depuis Halicarnassos avec un bateau solitaire vers
imaginez la distance vers Sinopi en mer Noire, donc de le sud de la Méditerranée, monter toutes les eaux déchaînées, arriver à Sinopi imaginaire comme lieu d'exil. C'est ça. J'ai cherché, non pas le neuf de Foucault, mais il me semblait qu'il y avait un autre chapitre qui concernerait ce sujet, en ce qui concerne bien sûr voyage ou plutôt migration de archontes, c'est ça. Je ne suis pas sûr, hein, mais je suis tombé sur la pratique de guérison de ce qu'on appelle les gens déraisonnables et sous la lumière de la raison avec plusieurs procédés, soit par force contraignant, soit par certaines dissuasions pour montrer la lumière de la raison, etc. Passons tout cela. Il y a un chapitre très intéressant qui concerne justement, non pas Theatrum Philosophicum, cet article célèbre de Foucault écrit sur la publication des 2 livres de Deleuze, Indifférence et répétition, l'autre c'était quoi? Et une théâtralité dans les soins médicaux des malades mentaux. Une vieille histoire, et il faut couper court, c'est quoi cette anamnésis ou l'établissement des circonstances de l'événement. Moi, je disais que la nature se recycle à travers moi en usant mes forces, et la nature ainsi, ça fait la date, l'histoire, l'événement. Alors, pourquoi? Parce que comme je crée quand même de manière improductive et incessante, je travaille. Quand je ne dors pas, je travaille dans tous les sens et dans toutes les directions. Boiserie, instrument musical, lyre, reconstitution d'une lyre comme un élément principal d'une peinture que j'avais cherché comme obsessionnellement de Ferdinand Léger, faite à la maison par moi, etc. Cet ensemble musical que j'ai représenté sous le titre de Un Ferdinand Léger fait à la maison, etc. Là, il faut que je produise, et aujourd'hui j'ai décidé, sans décider, une décision, c'est un moment de folie, et pour ne pas rester dans l'indécis, il faut se mettre la main à la pâte et dessiner, faire quelque chose comme je sais le faire. Et il s'agissait bien sûr comme thème ce que je fais comme lecture de Michel Foucault, Histoire de la folie et le traitement des maladies mentales. D'abord, je me suis dit que si j'avais dessiné un malade, un mourant au chevet, là, je le connais quand même dans l'histoire non pas de la folie, mais l'histoire de la peinture, et plusieurs peintures de mourants dans son lit. Moi, je dessinais d'abord quelqu'un qui est en train de mourir, ou bien qui attend d'être soigné au chevet. Et il y aurait bien sûr un entourage. On ne peut pas laisser tout seul quelqu'un mourant au chevet. Au chevet, c'est-à-dire veiller. Et
puisque veiller de l'obéissance et de la foi, c'est prendre, activement, activement dans le processus de mourir, c'est-à-dire soigner. C'est-à-dire, plutôt, chercher quelque chose, savoir de quoi s'agit-il. Alors, ce qu'on appelle la mort au moment de mourir, momento mori. C'est ça. Le thème principal cherché, au départ, c'était ça, pas moi, et j'ai réalisé un triptyque. Comme hier, j'avais réalisé quoi? Oui, une certaine peinture pilier qui serait pilier qui aurait caché un secret comme dans une chasse à Dian ou le bain de Dian, je corrige, à partir d'un récit de Pierre Klossowski, devenu un film extraordinaire par Jean Roche. J'espère que je ne me trompe pas sur son nom. Toujours brésilien, etc. Un film extraordinaire et qui m'obsédait et qui m'a fait faire plusieurs esquisses en circonstances je serais de metteur en scène dans le bois Adonis plusieurs fois remettre ou reconstituer tous les éléments de cette chasse à Dian ou chasse à, bien sûr c'est devenu chasse à un chef. Donc transformation dans la tradition alévite d'un animal chassé, enfin plutôt, vous voyez, justement, un animal chassé, dès qu'on découvre la proie, on s'aperçoit qu'il s'agissait de l'humain, d'un jeune garçon. Voilà, c'est un accident de chasse. Une illusion optique qui concerne effectivement à la fois la peinture, le cinéma, tout. On n'a pas, à mon avis, beaucoup travaillé. Il y a énormément de scènes de chasse, surtout dans la peinture anglaise, en fait, les chiens de chasse et tout. Moi, je n'ai pas fait tout simplement Kandinsky avec son cavalier bleu qui ne chasse même pas, qui ne retourne même pas de chasse, mais en dépêche. Alors, j'ai fait mon triptyque aujourd'hui, etc. La lecture, alors, que j'ai fait en ce qui concerne les soins le plus énigmatiques et inventifs dans le domaine de la psychiatrie, avant la psychiatrie, y compris en fait ça existait aussi dans le monde musulman à partir des écrits, non pas du Hippocrate, mais à Vincent, mais dans l'âge de la raison, effectivement, il parle de l'histoire de la folie, dans l'âge classique. Michel Foucault, ceci était un moment, un procédé, une méthode très expérimentale qui me rappelle beaucoup de choses concernant l'évolution de la psychanalyse en tant que telle, comme une science soi-disant du XXe siècle, mais qui a des antécédents, soit dans le contemporain même de Sigmund Freud, et soit dans le siècle antérieur. Alors,
Michel Foucault, en lisant jusqu'à le petit détail dans les gazettes trouvées dans les archives, il trouve des comptes rendus de méthodes expérimentales très nouvelles de soins, de maladies mentaux aussi, contre la violence, contre... donc, il ne faut pas battre, il ne faut pas entacher, oui, enlacer, entacher, lier, enchaîner, le fou, fouetter, etc. Et on a trouvé une solution, non pas raconter ce qui est vrai, raisonnable, et essayer de convaincre le fou, le déraisonnable, mais jouer un jeu théâtral avec lui, très très fine, très raffiné comme procédé. C'est la ruse de la raison, justement, au lieu d'utiliser le précepte de la raison face au fou, jouer le même jeu, entrer dans son propre jeu et retoquer à un fou de la même façon qu'il tout, ou bien qu'il répète, et toujours la même chose. Ses ressources, descendre à ses ressources, c'est imiter le fou. Donc le médecin, tous les spécialistes entourant ce mourant au chevet, voilà ce que j'essaie de peindre, et c'est pas réussi. Alors jouer ce jeu. Le cas raconté, relayé par Foucault, entre plusieurs autres, c'est quelqu'un qui se croyait mort, et comme les morts ne mangent pas, il refusait de manger parce qu'il était déjà mort. Alors il fallait convaincre qu'il était en vie, et il fallait qu'il, pour rester en vie, il faut qu'il s'alimente. Alors on a trouvé une solution à l'envers, c'est-à-dire ils ont raconté apparemment une histoire que les morts faisaient un festin, comme banquet de Platon, où tout le monde mangeait comme les vivants. Alors, donc, comme précepte, n'est-ce pas, première étape d'un syllogisme, on lui a fait accepter que non pas seulement les vivants, mais les mortels, ou bien justement les morts aussi, mangent, s'alimentent. Alors, le fou, à un moment donné, apparemment convaincu, il cède à cet acte de manger pour rester en vie pour quelque temps, n'est-ce pas? C'est un travail de soins, je dirais, palliatif. On ne peut pas assurer que ce fou, avec ce précepte syllogisme en première étape, il sera en vie, toujours bien sûr comme restant malade mental. Vous voyez, c'est notre histoire qui est écrite là, c'est-à-dire que, à mon avis, c'est mon interprétation, et en ce qui concerne les visites de Foucault, avec tant de travail, tant de détaillées descriptions de l'histoire, à partir des textes, en citation, et c'est aujourd'hui aussi. Je suis aussi maintenant dans un hôpital, dans le jardin très accueillant, très ancien, très 19e, d'un hôpital, non pas psychiatrique, mais il y a plusieurs sections, y compris psychiatrie, etc. Je suis
je suis venu juste pour peindre parce qu'il y a beaucoup de verdure, des fleurs, soit fanées, des grains charnus, etc. Je finis mon travail, c'était très fatigant quelquefois, etc. Je suis sous la protection d'une kiosque, donc je peux penser, je peux reprendre mes esprits. Alors, la conclusion, c'est Foucault, en écrivant tous ces lignes, à mon avis, qui fait sourire ses contemporains, non pas un simple lecteur, mais quelqu'un comme Jean-François Lyotard, qui a écrit à peu près dans les mêmes années ou un peu plus tard l'économie libidinale, dont le commencement quand même ça fait date, l'histoire, un changement épocal, et malgré l'autre versant des sciences sociales et anatomiste, physiologiste anglo-saxon, dont la figure très dominante était ce rapport entre guillemets de Kinsey et de quelqu'un d'autre concernant la sexualité. Alors, économie libidineuse, c'est toute une autre histoire, mais dont l'auteur Jean-François Lyotard aura souri en lisant ces lignes de Foucault qui est quelque chose, enfin, dont le sous-titre s'appelle les soins théâtrales, quelque chose comme ça, mais ça concerne mon thème principal depuis quelques jours de réversibilité. Donc, ce qu'on appelle dans la thérapie en groupe, en psychologie, etc., c'est empathie. Voilà. Empathie dans la famille, empathie avec les enfants, empathie avec les vieux, avec les malades d'Alzheimer, c'est-à-dire nos pères, nos grands-pères, etc., notre mère, nos mères, je ne dirais pas. Voilà, et que j'ai autrement depuis assez longtemps utilisé ce terme sous le nom donné par moi, psychagogie. Je suppose que sous ce titre-là, que j'ai un film théâtral, une mise en scène à la manière de théâtre épique de Bertolt Brecht, mais pour démontrer certains procédés de notre esprit, disons. Alors, Foucault, dans cet enchaînement, qui travaillait étape par étape, c'est vers le milieu donc, de son gros livre Histoire de la folie, il nous racontait cette scène théâtrale, ce procédé théâtral qui implique un certain renversement des situations intersubjectives entre le sujet supposé de savoir, le médecin, et la folle ou le fou qui est dépourvu de raison et user les procédés de raison imaginatif pour convaincre au moins rester en vie du fou. On obtient beaucoup de choses. Voilà l'essence ou ce qui obtient de plus, ce qu'il peut espérer de plus, notre médecin au XXIe siècle. C'est la même chose. C'est-à-dire, on ne peut pas guérir, mais on peut convaincre un certain procédé complètement imaginatif et médicalisé pour tenir le sujet, ce qui est assujetti comme malade, demandeur d'aide,
ou bien accaparé par police d'État et mise au devant du psychiatre ou n'importe quoi. Je supposais de savoir, hein, comme disait Lacan, X que représente l'universel dont l'essence nous manque. Alors, dans cet aveuglement, tâtonnement de la raison qui s'avoisine avec la déraison, le médecin qui se familiarise avec le fou, qui donc, conséquence, théâtre une philosophie quantatique de Foucault, écrit d'une part au livre intitulé La différence et la répétition, et d'autre part l'Antiodipe. C'est-à-dire les années 60-68, là où il y a eu un moment d'antipsychiatrie, une certaine désobéissance aux préceptes ou à des axiomes de la psychanalyse freudienne, soit en Angleterre, soit en France, et certains procédés très proches à ce qu'il est décrit par Michel Foucault dans ces passages-là étaient pratiqués. C'est-à-dire ne pas guérir, mais essayer d'entrer dans le même processus avec le fou, ce qu'on appelle dans la psychanalyse officielle freudienne de l'école de Paris, etc., transfert, je suppose. Alors, mes peintures, au moins d'aujourd'hui, ça, je vais décider ultérieurement, c'est ça. S'il y a un contingent rétrospectif pour les autres productions de moi, il s'agit d'un certain transfert, d'où une nouvelle étape dans la conception vive, au sens fort du terme, de la réversibilité dont je parlais insistamment en ce qui concerne dialectique, son interprétation. Chez Héraclite et son interprétation, chez Hegel et son interprétation, chez Bataille et la conséquence proposée par Derrida, au moins dans l'écriture de la différence. Nous sommes là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui nous manque? Voilà, on est à la synopie, on n'est pas revenu, je suis jamais à la synopie, je n'ai aucune envie d'aller à la synopie, je connais mention des œuvres de Pierre Klossowski également, dont l'objet de Bende, dont le livre Le Bende Tian, c'était notre objet qui était devenu une scène de chasse qui me renouait avec mes ressources dont j'ignorais. Il s'agissait de pertes de cerf, des choses comme ça, que j'ai dessiné à l'époque, il y a maintenant seulement 25-30 ans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, le film est fait par moi sous cette méthode de psychagogie, mais inspirée plutôt non pas de la psychanalyse ni de la psychologie générale, mais d'un conte danseur ballet, je dirais, de Pina Bausch, qui appliquait à mon interprétation, et c'est un texte que j'ai écrit à Paris, et après avoir vu la représentation de Pina Bausch, et j'ai utilisé, je crois, première fois, le terme psychagogie, c'est-à-dire un peu
quelque chose comme pédagogie, mais cette fois-ci, usé non pas pour les mineurs, mais pour un procédé de convaincre, plus que convaincre, montrer son état au sujet concerné, c'est-à-dire dévoiler. Et pour ça, se mettre dans un état, se mettre dans tous les états. C'est très difficile, mais à mon avis, c'est un processus, une séquence importante qu'on appelle, je crois, transfert assez douloureux de ce qu'on appelle cure psychanalytique officielle, c'est-à-dire freudien, et tel qu'il est nous a enseigné par l'école freudienne de Paris. Voilà mon rapport, un peu lointain, mais du fond, avec les dessins que j'ai faits. Bien sûr que le dessin ne peut être réduit à aucune de ces chaînes, mais qui peut figurer quelque chose par rapport à ce que je fais la légende. Au sens bâtien, légende d'une figure. Il me semble que je suis bien compris, même le mieux compris, l'homme le mieux compris sur cette terre est le plus innocent, si on le croit. Alors, le sujet, c'était en théorie sorti de la représentation tout en restant dans la figurabilité, à la recherche de figurabilité, en vue de la figurabilité d'une forme de pensée, disons du rêve, au sens général de l'imagination, étant une faculté activée dès le début dans chaque prise de position, disons, perceptive. Alors, j'ai eu de chance, mais je ne parle pas mes chances. Mon dernier livre inédité, vous savez, les chances de la pensée, mais je trouvais que déjà quelqu'un d'autre avait écrit sous ce titre un livre. Alors, soit remercie et autant qui donne le temps de remerciement et postponement. Le temps sert à différer, à aérer les choses, ce qu'on appelle espacement. Alors, préparation et l'obtention, non pas de la récompense, mais un certain mécanisme de récompensation, c'est-à-dire à l'absence. Toujours il y a quelque chose à la place. Donc dans ce plan d'immanence de substituabilité parfaitement interchangeable, réversible, ouvert à tout, dans tous les sens, au renversement et de détournement, eh bien nous sommes bien servis dans ce coin de l'humanité, géographiquement parlant. Alors, j'étais l'un des initiateurs, bien sûr, après Yves Lacoste, Gilles Deleuze-Guattari, Émile Plateau, et moi-même avec la notion de géophilosophie. Eux, ils ont initié le domaine. Moi, j'ai pris une tournure un peu différente en trouvant une chance d'écrire un roman qui me dépaysait moi-même, mais tout en me rentrant dans mes éléments à moi, c'est-à-dire que mes ressources de prime jeunesse, ou oui, Ibn Khaldun, donc c'est Yves Lacoste qui le cite. Alors, aujourd'hui, mon propos commence comme un speed comme ça. Je suis heureux, je suis le mieux compris. C'est parce que je m'exprime. Il n'y a pas d'autre moyen d'être compris.
d'avoir déjà exprimé sur ce qui est déjà exprimé, c'est-à-dire la trace de la tracée qui est tracée avant nous et dont les œuvres en intermittence, en segmentalité, nous, j'ai délégué, c'est-à-dire rester comme déchets, sarcophages, une, fatale, brutale, etc. Ce sont mes leitmotifs qui vous lassent, j'en suis sûr. Je vais commencer une fiction autobiographique, disons, parce que cette série, il y a une logique dans cette série. Il faut commencer d'abord en amnésis, c'est une sorte, non pas ou momento mori, mais c'est voilà, c'est le moment avant de mourir, en agonisant, un pied dans l'angle de la tombe. Chez les humains, on a la tendance à la véracité. C'est de ce genre de véracité qu'il s'agit ici, tout en gardant cette chair en son rapport avec Noésis, pour ne pas dire que la chair est corrompue, l'esprit nous sauve. Voilà, ce qui revient au même, n'est-ce pas, tous ces sentences distillées et tirées au sort et nous sont parvenues, que je respecte comme plupart des proverbes, mais plus que des proverbes. Je sais pas, de ceux comme Derrida qui s'extempent d'utiliser sans guillemets le mot esprit. Moi, je suppose que je fais autrement. Je mets les guillemets. Le problème, bon, c'est large, c'est plutôt en turc, dans notre tradition, c'est le mot ruh qui est traduit généralement, ou qui est la traduction du mot de l'âme, qui est suspecte dans le sens d'une philosophie séculaire. L'esprit souvent associé à Geist spécifiquement philosophique, mais on comprend que ce n'était pas une invention de la philosophie hegelienne, mais ça avait a des antécédents, sûrement, bien sûr, dans les textes bibliques, mais selon la traduction de Luther, etc. C'est pas mon sujet, bien sûr, rien de mon sujet. Ce que je vais, enfin, comme problème, tout en étant une partie du problème, le rapport de la chair à la noésis, c'est un rapport fragile, inextricable, dont quelques éléments existent dans mon petite culture, que 2 ou 3 promesses que je me t'ai fait. D'abord, Selim Boak qui avait écrit Eves My Lord, ou Danse africaine, là où elle était hospitalisée pendant son voyage ou ses séjours africains. Là, il disait Kapanıyor mu? Yok hayır, ben 1-2 dakika oturup sigara içeceğim. Evet. Donc, écrire et travailler sur ce texte littéraire de Selim Boak, là, elle ne énumérait que l'entrée et sortie
de son médecin, étant hospitalisé, toutes les opérations appliquées sous son corps, sous sa chair. Bon, premier scène. Deuxième, c'est mon ami peintre vieux qui vient de mourir il y a quelques ans. C'est qui a dessiné une série innombrable de dessins noir et blanc à l'encre sur le papier blanche. J'ai demandé gentiment quelques exemplaires en sélection par mois et il m'a donné. Donc j'ai à mon avis quelque part, mais c'est où, et j'ai exposé mes œuvres et j'ai fait ce travail sur son œuvre. Si le mien, comme je suis en train de, comme tout le monde, mourir sans pouvoir mourir, et mon agony qui me fait travailler, etc. Quand avant tout, non pas à force des choses, mais a priori historique, de ce qu'on appelle l'être vivant historique, que l'homme, donc, c'est le travail du deuil avant de mourir, etc. Fermeture de deuxième chapitre. Qu'est-ce que c'est? L'événement, oui, l'historialité et la nature, c'est-à-dire les circonstances telles que la nature nous arrive, telles que la nature trouve un moyen de nous infiltrer avec ses pluies, avec ses soleils, avec ses rayons, avec ses froids, avec ses tièdeurs, avec cette liquide, etc. Aujourd'hui, dans ce sens-là, que j'ai eu la chance d'avoir un séjour passager pour travailler, bien sûr. Mon travail, mon affaire, c'est peindre en pensant et penser en peignant. Je vous dois une fiction autobiographique qui concernera d'abord, bien sûr, mon production à moi en son évolution carré par carré, et là il y a une narration, donc une fictivité que j'appellerai l'histoire de Diogène de Sinope, mais encore plus précis, comme titre, c'est encore plus précis, ce sera sûrement, si je le peux, la vie faste de Diogène à Sinope. Voilà. Donc, notre voyage pictural commence de Halicarnassos avec un bateau. On ne sait pas dans quel siècle, mais ça peut être l'année 2006, mais ça peut être encore plus reculé, mais c'est le peintre qui a daté son œuvre 2006. Le peintre s'appelle Ruhi Karataş, qui a peint le citadelle de Halicarnasse et un bateau dans une bleu d'azur, mais quand même il m'a l'air d'être dans une saison hivernale quand même. Là, j'ai enfoncé bien sûr comme metteur en scène, décor, toutes les, comme ce qu'on appelle, magic box de tout directeur de film de Hollywood, c'est-à-dire effets spéciaux. J'ai utilisé des effets spéciaux. Je
je reconstitue toute une scène de voyage de Halicarnassus vers Sinope. Parce que mon dessin, triptyque ou quadruple si vous voulez, au départ je voulais faire une peinture à la manière d'une certaine table volée, mais là où il ne s'agira plus de vol, mais une perte ou plier, justement, plier la toile ou le papier sur lequel vous travaillez et cacher un détail, déplier le tableau ou bien le papier et le montrer au public. Ce serait une grande effervescence. Bon, l'idée, c'est très hollywoodien, mais c'est pas Hollywood, mais c'est Jean Roche, à ma connaissance, qui a fait ce film intitulé Le tableau volé, qui m'a touché énormément, qui a l'air, bien sûr, qu'il est une interprétation d'un livre de Pierre Klossowski, La chasse à Diane, qui m'a hanté dans toutes mes promenades dans le forêt noir, non pas dans le forêt noir, mais dans notre bois à nous, dans mon bois à Adonis, etc. J'ai essayé plusieurs fois reconstituer cette scène de chasse, alors que ici, chez Diogène, qui est dans son faste, non pas chasse, chasteté, faste, ou quoi encore, tout ce que j'ai pu exprimer concernant la philosophie, non pas la philosophie, mais doctrine christique de Diogène de Sinope jusqu'à là. Et à Sinope, à une Sinope imaginaire, à l'absence d'une Constantinople en vrai, dans le palais, dans une coin monastériel, donc avec ses compagnes, un certain être féminin, donc une certaine, peut-être un homme, pour la raison théâtrale de sacrement, qui se déguisait en femme, superficiellement, qui fait une certaine, à la fois l'horreur, l'objet de l'objection et d'une certaine fascination, et ça se trouve exactement, je ne peux pas citer, dans une expérience dite métathéologique selon son conception de théologie christique, justement, mais qui comprend bien sûr tout Genesis en ce qui concerne le commencement de la création, première création, deuxième création, quatrième création. Et donc ce sont des dimensions du monde. On ne peut pas appeler la nature telle qu'elle est. La nature a des sens changeants selon nos conceptions, et c'est l'une des premières leçons énormes de Diogène de Diogénos, non pas l'Ars, mais de Sinope, nous apprend beaucoup plus avant de Hegel et de Alexandre Kojève que notre rapport, c'est-à-dire ce que nous sentons dans le monde et ce que nous considérons comme déité, quel Dieu est
notre rapport à autrui, c'est-à-dire théologique ou politique, change tout simplement ce que je voulais dire. Juste un peu long, mais trop court. C'est un sujet très très profond. Que faire dans l'absence du délire symptomatique? C'est difficile de le prouver. Une absence du délire et de ce qui est symptomatique ou ce qui est simplement processus de la réalité. Sans parler des rapports de force, des forces inhibantes. Ce que j'appelle avec Deleuze rabattre quelque chose sur quelque chose, n'est-ce pas? Les lignes ne sont pas les lignes neutres. Il y a des lignes dominantes, majeures, mineures, bifurcations, ramifications, il y a des analogies biologiques, etc. Et ce sont des rapports de force. Là, c'est pas une guerre pour la guerre, ni pour la survie, mais voilà, il faut donner un nom. Pourquoi? Tout est idéologique sans tomber dans une présupposition de monde des idées, bien sûr. Et les encroisements fait parfois des nœuds nodales, je disais fœtales. Une, les urnes, les morts vivants, vu que à partir d'un certain moment, sauf le moment de guerre, tuerie était devenue discriminatoire, soit dans les tablettes de Hammurabi, soit dans les lois instituées de Solon, à peu près dans les Romains, à peu près, n'est-ce pas, contemporain de cette montée du monothéisme et tous ces tables de loi mosaïques, ce qui fait que dans notre sujet, le médecin aura le droit de non seulement spéculer, mais en pratique comme praticien, observer et non seulement observer, mais s'introduire en un processus entre guillemets de la folie, du délire, essayer de déchiffrer sans pouvoir aller trop loin. Le discours du délire est bien sûr essayer de décortiquer ce qui est du non-être et ce qui serait en rapport à une historicité en présence du malade, du sujet, qui devient ni, comme auparavant dans le temps, reculé, ni un chaman, ni un saint à respecter, mais quelqu'un d'entre nous qui se promène dans les rues de l'urbain, là où une figure d'un médecin bourgeoise a eu possible et se demandait d'avoir acquis un certain nombre de lettres et de formules magiques et héritées de l'alchimie médicinale qui faisait tuer la plupart du temps même le médecin lui-même quand il veut essayer. Ce sont un peu résumés conclusifs de mes lectures encore de l'histoire de la folie de Michel Foucault.
Et ce qui m'avait intéressé plutôt ce passage assez intéressant qui s'appelle la représentation théâtrale dans les étapes évoluées des soins des maladies mentales. Eh bien, mon hypothèse, c'était excuser ce livre est publié donc 72, l'économie libidinale de Lyotard, c'est 74, et l'antitype est mi-plateau aussi. C'est presque contemporain, et surtout, comme je fais allusion à l'homme, à loup, bien qu'on ne parle pas de l'homme oral, Foucault en parle dans le même sous-chapitre, représentation théâtrale, là où un malade qui se croyait qu'il y a un être, un animal, avait entré dans son corps. Il fallait qu'il soit plus fier. Et le médecin utilisait tout comme des médicaments à l'usage pour faire une purgation. Purgatoire. Non, pas purgatoire, mais purger le malade et non pas convaincre avec les paroles qu'il n'y a pas un animal dans ses viscères, mais faire preuve que son délire était de l'autre non-être et l'être même, c'était ce qu'il va appliquer à lui pour montrer nullité de ses délires. D'abord, effectivement, ça se passe comme un drame, mais dans une expérimentation, donc dans une pratique médicale. Et si le médecin s'accorde, s'il se permet à aller si loin avec le malade, mais dans les temps intérieurs, effectivement, il a coutume babylonien, c'était tout à fait autre chose, où les ce que Nietzsche parlait de tous ces fous de Dieu de Moyen-Orient, là où Jésus a fait son apparition. N'est-ce pas? Nous sommes près de Christmas. Eh bien, dans cette amplicité d'évidence d'une pratique médicale, bien sûr, sous l'observance des autres praticiens, etc., ce qu'on applique, ça donne un écho dans l'économie libidinale, dans le chapitre première ouverture, comme une pellicule de la chair humaine, faire une sorte de cartographie comme on dépliait un carré, un cube, deux cubes, etc., comme il fait allusion à une peinture Lyotard. Et ces textes-là, ils ont vraiment une correspondance entre eux, c'est-à-dire, je répète, dans le Mille Plateaux, le chapitre 1, enfin, y a-t-il 2 ou 4 ou 6, 7 loups? Le problème de l'homme au loup, en affinité avec donc l'homme au rat de Freud, examen d'un cas, et les modes de guérison, soi-disant. Ce texte-là fait vraiment une preuve de ce qu'on était en train de discuter dans ces années-là, 60, donc 12, 14. Et qu'est-ce qu'il faut ajouter là?
c'est sous-chapitre chez Lyotard, c'est retournement de la barre, je crois. Quelque chose comme ça, de la barre. Il parle d'une certaine barre, et on sait des biographies d'instances de Freud à Paris avec Guy Charcot. Freud a assisté à ce célèbre scène théâtrale appliquée à une femme hystérique, retournement d'une barre. Voilà. Scientifique et commencement d'une certaine naissance d'une certaine clinique sous l'observation, mais comme la chair humaine, avec ses noises pensées, rêves, délires, non-être ou réalité du vrai, fait l'objet d'un examen sans le faire tuer. Donc, le faire vivre, le guérir devient soin. Tout court, mais tout s'écoule, et le concept philosophique qui est une majorité dominante, comme ligne virtuelle qui devient active au détriment des autres lignes possibles, dont Gilles Deleuze et Guattari, bien sûr, dans Mythe Plateau, parle de manière ironique quand il s'agit de l'homme lourd. Voilà ce que je voulais ajouter pour cette série qui m'implique d'une façon bizarre, parce que mes préoccupations avec la nature découverte comme un romantique, non pas allemand, mais justement un rousseauiste, dont Michel Foucault en parle, n'est-ce pas? C'est comme une substitut à toute cette incompréhensibilité humaine, le fond, disons, pourri de la sociabilité, l'homme du romantisme découvre la nature et ses éléments, ses végétaux, ses figures comme un élément salutaire, d'une certaine façon d'exprimer la transcendance, c'est-à-dire une ligne de fuite ouverte et qui se rabattent sur la nature, sur ce qu'on appelle de la nature. Il faut bien accepter que cette période que je traverse, ça correspond à cela, et on appelle un transfert apparemment, et non pas à quelqu'un, mais cette fois-ci à un personnage non moins mythique qu'on appelle la nature. La mère nature, notre Isis, notre mère Isis. Vous m'avez compris, j'espère.